Alors, cette crise de l'euro, la sortie de la crise européenne, c'est le leitmotiv de François Hollande. D'un certain point de vue, lui qui n'est pas étouffé par la quotidienneté, en gros, sa théorie, c'est les crises sont cycliques et toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui, c'est en attente du début de la relance à venir, nécessaire parce que les crises sont cycliques dans le capitalisme. Vous partagez cette forme d'optimisme raisonnable du président Hollande ? Je ne partage pas beaucoup cette vision. Je ne crois pas que les crises soient cycliques. Permettez-moi de rappeler que de 1945 à 1972 ou 13, il n'y a jamais, ça fait près de 30 ans, jamais eu de crise financière. Pas de crise cyclique. On savait faire. On a méthodiquement cassé tous les régulateurs qui empêchaient ça depuis. Et maintenant, nous avons retrouvé une grande crise cyclique tous les 4 ou 5 ans, c'est vrai. Tous les 4 ou 5 ans, et ça fait un cycle presque court. Mais ce n'est pas la vraie analyse de ce qui se passe maintenant. Il faut se souvenir de Lehman Brothers à quoi j'ai fait déjà allusion tout à l'heure. Il y a eu en 2007-2008 une explosion mondiale terrible qui a commencé aux États-Unis avec une explosion dans l'immobilier. On avait trop prêté sans faire attention aux conditions dans lesquelles on prêtait. Il y avait même une prime supplémentaire, la subprime, et ce système bancaire a fait une bulle, a complètement explosé. Ça a dégénéré, et ça a entraîné une faillite générale qui, avec la faillite de Lehman Brothers et un millier de banques américaines quand même, a entraîné un début de récession mondiale. On a eu moins 3% du PIB en 2009. C'était une crise de la finance purement privée. Les États n'y étaient pour rien. Mais nous étions déjà dans un système qui encourageait les États à s'endetter. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a décidé au G20, proposition Sarkozy d'ailleurs, soutien immédiat Obama, écriture du texte, le Premier ministre anglais, Brown il s'appelait, et on a décidé de faire intervenir les contribuables, les États, pour empêcher les banques de s'écraser plus complètement. On a donc presque créé une nouvelle crise, celle de la dette souveraine, qui n'existait pas avant, parce qu'on a aggravé les situations. Il y avait moyen de faire autrement ? Je ne suis pas sûr qu'il y avait... moyen de faire autrement, c'est formidable. Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801, et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, elle finançait l'État sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. La note s'est moins augmentée du surplus post-Lehman Brothers que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Quand on sait que les banques centrales américaines a, depuis ça, pour éviter la récession, fait bien plus que tous les autres, en prêtant 1200 milliards de dollars en plus des 700 milliards du plan Obama officiel, à 0,01% d'intérêt aux banques en difficulté, les banques qui nous avaient mis dans la difficulté, mais qui étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent pour s'en sortir à 600 fois plus cher le loyer de l'argent que la pauvre Grèce, et même à 300 fois plus cher que nous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile ? Il est donc possible de l'éviter. C'était votre question. Mais on reprend dans un instant, car on doit faire une coupure publicitaire. On doit interrompre la rétrospective multisucré-le-R spéciale Michel Rocard, parce que nous avons une pause publicitaire obligée. Sur Europe 1. Olivier Duhamel, Michel Field. Mediapolis spécial avec Michel Rocard. Petite pédagogie de la crise financière par Michel Rocard. On pouvait faire autrement, donc. On pouvait faire autrement, mais on n'a pas fait autrement. Donc les règles du jeu sont là, et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Alors,
Il y a de très grands économistes, les 2 derniers prix Nobel. L'un s'appelle Paul Krugman, l'autre s'appelle Joseph Stiglitz, qui dit arrêtez, ne faites pas les fous, n'aggravez pas votre récession, parce que la dépense publique, la dépense d'État, c'est aussi des salaires, des chantiers, des travaux publics, de l'activité, de l'économie. Vous éteignez le moteur de la dépense publique, vous ralentissez la croissance. Faites pas ça, dit-il. Si vous ralentissez votre croissance, vous ne pourrez plus payer vos impôts. Faites pas ça, et pourtant c'est ce que l'Europe fait. Ça, c'est ce que disent les derniers prix Nobel qui hurlent à la défense. Mais la loi reçue est ancienne. Et la loi reçue, c'est pas ça. Et son grand prêtre est encore Madame Merkel. Et Mme Merkel, elle dit, les économies se portent d'autant mieux que l'État s'en mêle moins. Ce qui veut dire d'ailleurs, sur la crise de 2007-2008, il aurait fallu laisser se faire complètement les faillites. Pas seulement les Lehman Brothers, beaucoup d'autres, pour que le marché soit apuré. Voilà ce qu'elle dit. Bon. Et elle dit, vous retrouvez de la croissance que vous retrouvez de la confiance. Quand tout le monde aura le sentiment qu'une dette est faite pour être payée. Que si on met de l'argent quelque part, on le récupère. C'est ça la condition pour redémarrer à la croissance. Dans la condition où nous sommes, ce redémarrage suppose que nous aggravions la récession chez nous. Et c'est un combat intellectuel. Alors, il y a en fait 2 batailles là-dedans. La première bataille est institutionnelle, quel est le pouvoir de commandement dans l'euro. Je vais prendre un exemple tout bête. Il doit y avoir 150 ans que le département de Corse équilibre mal ses comptes. La Corse n'est pas très bien gérée. Personne n'a jamais entendu dire à la Banque de France, j'en ai assez de la Corse, je ne reconnais plus la Corse et je la renvoie se financer sur les marchés étrangers. On n'a jamais dit ça. Le franc est là, la Corse peut faire ce qu'elle veut au fond, ou la Bretagne, enfin bon. Le trésor garantit. Une vraie monnaie, c'est ça. Et quand on a créé l'euro, on n'a pas donné aux gérants de l'euro le vrai pouvoir de faire ça. Il fallait le faire pour la Grèce, parce que sinon, on ne peut pas croire en une monnaie. Voilà ce qui s'est passé avec l'euro. Il fallait donc donner parce que la Grèce, tout ça est un peu idiot, la Grèce est tout petit. La Grèce, c'est 1,5% du produit brut européen. Un bon coup de bataille contre la spéculation avec les munitions mises par la Banque centrale, on gagne. Mais la Banque centrale n'a pas le droit de les mettre. C'est ça, la crise. C'est en train de changer, ça. C'est pas une crise grecque, c'est une crise institutionnelle. C'est en train de changer. Les nouvelles missions de la BCE, finalement, dans ce bras de fer, l'Allemagne recule un peu. Je n'ai pas lu tout à fait le détail, je ne suis pas un spécialiste pointu de ce genre de choses, et c'est en train de changer un peu, et je me demande sérieusement si c'est en train de changer suffisamment. Il m'est venu sous la lecture que l'accord interbancaire, l'union bancaire qui est en train de se faire, garde encore quelques insécurités, quelques imperfections. Je n'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, pour que l'euro bénéficie d'une totale solidarité opposable à tout spéculateur, et qui tombe, quel que soit le pays en difficulté derrière, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou la France, peu importe, ou même la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui incidemment, il faut le rappeler, est quand même bien plus endettée que nous. Ça pourrait lui arriver à elle aussi. Que n'importe quel spéculateur sache que l'euro, ça tiendra. Derrière cette volonté bancaire, il fallait bien entendu la garantie d'une intention politique. Et cette intention politique, on fait l'Europe pour des raisons bien plus générales, bien plus géopolitiques, c'est pour l'avenir, et c'est pour se trouver grand dans le monde des géants, quand l'Asie commandera le monde, dans 30 ans d'ici. L'Asie, elle va pas identifier le Portugal ou le Luxembourg sur une carte du monde, ni même peut-être la France. Bon, 1,5 milliard d'Européens, toujours les plus riches du monde, avant les Chinois, là on peut exister. Voilà pourquoi on a besoin d'une Europe qu'on n'a jamais réussi à faire. Or, on vient de prendre quelques mois de retard. Madame Merkel et Monsieur Hollande ont jugé qu'on allait peut-être un peu vite et qu'il était imprudent électoralement d'en proposer 30. Je regrette cette décision. Il faut bien qu'on dise aux gens qu'il n'y a pas de politique sans risque, ça n'existe pas, il y a des risques partout. Celui-là, on a besoin de le prendre parce qu'on a besoin d'être renforcé. Nous avons cassé l'enthousiasme et la foi en l'Europe, au nom de laquelle on appelait la solidarité financière absolue. Dangereux, ça. Donc je ne suis pas si sûr que ça, qu'on soit débarrassé de cette crise de la dette souveraine en Europe. Et je vais donner son vrai nom à cette crise de la dette souveraine en Europe. C'est un surcroît de dette publique créé
par nous, pour des raisons institutionnelles, à cause de la façon dont a été traitée la dette précédente, dans le capharnaüm extrêmement dangereux d'une finance privée devenue folle. Écoutez bien, il y a dans le monde aujourd'hui une liquidité mondiale créée par les banques, elle a doublé depuis 5 ou 6 ans, qui est à 800 T. Il faut que nos auditeurs apprennent les nouvelles unités monétaires. Quand on va faire de la montagne, il faut apprendre les altitudes. L'unité, c'est des mètres d'altitude. Il faut comparer avec le Mont Blanc, etc. Partout, il faut apprendre les unités. Il nous est émergé une nouvelle unité, le T, pour trillion. Un T, c'est 1000 milliards de dollars. Nous avons donc 800 000 milliards de dollars en balade dans le monde, dont les milliers de transactions quotidiennes concernent de l'exportation ou de l'exportation des services pour 2%, concernent la vraie économie pour 2%, et pour 98% jouent sur des marchés spéculatifs. Et ça peut exploser tous les jours, parce que la contrepartie de cette monnaie n'est pas en sécurité. C'est un endettement extrême. Ça peut sauter n'importe où. Ça, c'est le vrai danger. La petite Europe, de ce côté de ça, n'est qu'un détonateur. Comme détonateur, la crise immobilière qui sévit en Chine, actuellement tout le monde s'en fout, on ne le sait pas. Le monde est interconnecté, nous sommes dans un désastre mondial. Il y a une crise immobilière